Alors, la saison 3 de Jujutsu Kaisen vient tout juste de débuter. Les deux premiers épisodes sont sortis et il y a tellement de choses à dire. Donc, commençons par parler du premier épisode. Donc, au début, on voit Yuji errer un peu dans Tokyo, infesté de fléaux, évidemment. On se demande un peu s'il va bien parce qu'il a l'air un peu déboussolé, un peu perdu. Ce qui, quelque part, est normal au vu de ce qui s'est passé à Shibuya, au vu de tous les incidents, de tous les drames qu'il y a eu à Shibuya. On sait que Yuji se sent encore très coupable de tous les qui ont été occasionnés par l'éruption de Sukuna et il ne se pardonne toujours pas que ça se soit passé. On le voit en mouvement constant et puis on finit par se rendre compte qu'en fait, il essayait d'échapper à Yuta Okotsu. Alors, par rapport à Yuta, je tiens à lever un point précis parce que j'ai vu beaucoup de gens sur Internet dire beaucoup de choses sur Yuta. Les gars, il faut que vous compreniez. Yuta n'est pas votre égal, d'accord? Yuta est un exorciste de classe S. Et ceux d'entre vous qui ne le respectez pas, ça va s'arrêter cette saison. Cette saison, vous allez mettre du respect sur Yuta. Parce que Yuta, c'est pas votre égal, en fait. Yuta, c'est pas Megumi. Yuta, c'est pas Yuji. Yuta, c'est pas vos petits qui font n'importe quoi. Non, non. Yuta, c'est du sérieux. Yuta est presque aussi puissant que Gojo. Et d'ailleurs, ça va se confirmer dans cet épisode. Et on va en parler. Bref, nous sommes ensuite transportés au domicile familial du clan Zenin, où on nous fait comprendre que Naobito, donc le chef de famille, vient de rendre l'âme. Et donc il est question de succession. Évidemment, le notaire a fait convoquer les trois membres les plus importants de la famille, donc Jinichi Zenin, Ogi Zenin, le frère de Naobito, et son fils Naoya. Naoya est largement pressenti pour être le futur chef du clan Zenin, donc le successeur de son père, ce qui est normal déjà de un, c'est le fils de son père, de deux, il a hérité du sort inné de son père, et de trois, la descendance de ses deux autres oncles n'est pas suffisamment bonne, n'est pas suffisamment de qualité. On sait que par exemple, pour ce qui est d'Ogi Zenin, c'est le père de Mai et de Maki. Et on sait que leur potentiel en tant qu'exorciste, vu du clan Zenin, n'est pas très important. Le clan Zenin n'accorde pas beaucoup de valeur à Maki ni à Mai. Et malheureusement pour eux, ça reviendra à les hanter. Donc après la mort de Naobito, il est question de lire son testament. Et bien sûr, lorsque son testament est lu, au début, bon, ce qui est dedans ne surprend personne, hein. Naoya est censé succéder à son père, blasé, blasé, blasé. Sauf qu'il y a un plot twist. La deuxième partie du testament stipule que au cas où Satoru Gojo devait être incapacité ou tué, ce serait plutôt Megumi Fushiguro qui serait nommé comme chef du clan Zenin. Et ça, bien sûr, dès que Naoya entend ça, il pète un câble parce que pour lui, la place de chef de famille lui revient de droit. Il a vraiment l'attitude du fils à papa qui estime que voilà, tout devrait lui être dû. Il avait déjà commencé à dépenser l'héritage. Il avait déjà tout planifié, les vacances aux Bahamas, les voyages à Las Vegas. Mais malheureusement pour lui, ça se passe pas comme ça. Et bien évidemment, il décide de tuer Megumi. C'est logique, hein. Aussitôt fait héritier, je suis déshérité, c'est pas normal. Il se renseigne un peu sur la situation de Megumi et on lui fait savoir que voilà, Megumi traîne avec Yuji, qui est le réceptacle de Sukuna, et il décide que bon, je vais tuer le réceptacle de Sukuna et je vais aussi en profiter pour tuer Megumi, bien évidemment, parce que je suis le plus fort, n'est-ce pas? Ensuite, on revient à Yuji et Choso. Comme d'habitude, hein, Choso, depuis qu'il a eu la révélation, l'épiphanie que Yuji était son petit frère, il fait tout pour le protéger, même si Yuji ne comprend pas encore la situation, j'ai l'impression. Mais Choso est là, il protège son petit frère. Il se balade en tandem, il travaille en tandem pour éliminer le plus de fléaux possible. Et pendant qu'ils sont dans leur processus d'élimination de fléaux, Naoya fait son apparition. Naoya fait son apparition, il demande où est Megumi, on lui dit, ah, mais on sait pas, pourquoi tu cherches Megumi? Il dit, non, mais en fait, j'ai un papier à lui faire signer, vous inquiétez pas, il faut que je le voie imminemment. Et les amis de Megumi lui répondent, mais on sait pas trop. Peut-être qu'il allait faire les courses, je ne sais quoi. Il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est toi le réceptacle de Sukuna de toute façon. Je suppose que tu sais que tu as été condamné à mort. Avant, tu étais protégé par Satoru Gojo. Mais maintenant que Satoru Gojo n'est plus de la partie, n'importe qui peut te manger. Et moi, j'ai décidé de te manger. Et sur ce, Naoya attaque. Il prend Yuji et Choso en même temps. Il en a rien à foutre. Il se met à les tapoter, les tapoter, les tapoter. Ils ont un petit back and forth et tout. Yuji, Choso et Naoya ont une petite mêlée qui dure 3-4 minutes et à un moment, ils sentent une présence de malade mental. Ils sentent une énergie, une intensité, un haki des rois qui ne dit pas son nom. Et bien sûr, c'est Yuta Okotsu. Yuta fait son entrée en scène. Il pose ses coups sur la table dès le départ. Dès qu'il arrive, Naoya qui était confiant,
qui était sûr qu'il allait rouler sur Yuji et Choso. Dès qu'il va Yuta, il dit, hey, gars, je suis de ton côté. Moi, je suis de ton côté. Je suis pas venu pour bagarrer avec toi. Moi, je suis venu pour exécuter Yuji comme toi. Hein? Donc, s'il te plaît, me tapote pas. Il commence à discuter un peu avec lui. Yuta lui dit, bon, ouais, flemme. Fais ce que tu veux. Et c'est comme ça que Yuta décide de prendre Yuji pendant que Naoya va prendre Chozo. Yuji décide de prendre la fuite. Bon, je ne sais pas comment il pensait échapper à Yuta, mais soit. Il prend la fuite et il est aussitôt rattrapé par Yuta parce qu'encore une fois, Yuta n'est pas venu pour s'amuser, Yuta n'est pas venu pour blaguer. On lui a donné un travail à faire et il le fera. Évidemment que Yuji remarque la présence de Yuta et sa puissance. Et il dit que Yuta a même plus de présence que Satoru Gojo, ce qui est probablement lié à la quantité absurde d'énergie occulte qu'a Yuta. Et Yuta confirme lui aussi qu'il a des quantités astronomiques d'énergie occulte. Il dit même avoir plus d'énergie occulte que Gojo. Et il nous fait même savoir que la différence entre lui et Gojo par rapport à l'utilisation de l'énergie occulte, c'est que Gojo a moins d'énergie que lui, mais à cause du sixième œil, Gojo utilise son énergie occulte avec une efficacité chirurgicale, dont il ne perd jamais d'énergie occulte. Contrairement à un exorciste lambda qui, lui, à chaque move qu'il fait, à chaque technique qu'il déploie, il y a évidemment une part d'énergie occulte qui est perdue, ce qui est normal. Mais Gojo n'est pas comme ça. Le sixième œil lui procure et lui octroie une utilisation optimale du jutsu. Mais Yuta, lui, il n'a pas besoin de ça, les amis. Yuta n'a pas besoin du sixième œil. Yuta, c'est une bombe atomique sur pied. Il est constamment enveloppé par l'énergie occulte, tellement il y en a. Et cette surcharge d'énergie occulte fait que c'est extrêmement difficile de prédire et de prévoir les mouvements de Yuta parce que pour un exorciste lambda, il faut déplacer son énergie occulte dans la partie du corps avec laquelle on veut attaquer. Mais lui, Yuta, il est constamment à pleine puissance. Donc, chaque coup qu'il assène peut être fatal. Et donc voilà, il y a un échange de patates avec Yuji. Il se tapote. J'ai beaucoup aimé la partie où Yuji a pris un petit poignard pour se battre avec Yuta qui avait une longue épée. Ça m'a beaucoup fait penser à Naruto. Et tenez-vous bien, Yuji est capable de tenir tête temporairement à Yuta. Il est même capable de briser son sabre, ce qui étonne même Yuta. Mais malheureusement, ça ne change rien parce que avec ou sans arme, à main habillée ou à main nue, Yuta est injouable. Il arrive très vite à neutraliser Itadori. Et avant même que Itadori ne se rende compte de ce qui se passe, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. Tout d'un coup, il est dans les bras de la belle Rika. Et là, forcément, dès lors qu'il est immobilisé par Rika, c'est game over. C'est fini. Yuta n'a plus qu'à asséner le coup fatal et c'est comme ça que le combat se termine. Yuji se fait transpercer le cœur et bien évidemment on voit le sang se propager, on voit l'hémoglobine couler par terre, c'est vraiment dégueulasse. Il semble que Yuta tue Yuji. Bon, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Est-ce que Yuta va redevenir le personnage principal de Jujutsu Kaisen? Est-ce que Itadori va revenir à la vie comme il a déjà fait? De toute façon, Yuji, c'est le chevalier phénix. Hein. Lui, aussitôt il est mort, aussitôt il est revenu. Donc, très impatient à l'idée de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. J'y réagirai plus tard aujourd'hui. Et jusqu'alors, portez-vous bien. Allez, peace.